suis Yann Aguilar, avocat associé au cabinet Brodin-Pratt et j'ai le plaisir et l'honneur de présider la commission environnement du Club des juristes qui a travaillé depuis 2 ans sur le sujet du verdissement des infrastructures. La commission environnement est une commission très diverse dans ses membres. On a des juges, des avocats, des professeurs, des juristes d'entreprise. C'est un sujet qui part d'une question juridique. Il y a aujourd'hui une obligation juridique pour les pouvoirs publics d'agir en matière d'action climatique et c'est une obligation, c'est pas une simple option politique, une obligation de décarbonation. Qui dit décarbonation dit infrastructure. Et on se heurte à un paradoxe. Et c'est ce qui a été le point de départ de la commission. On a un paradoxe entre, d'un côté, un besoin d'infrastructures pour réussir la transition écologique. On a besoin d'éoliens, de lignes électriques, de lignes ferroviaires. Et en même temps, d'un autre côté, on voit une montée de la contestation sociale des infrastructures et pour des raisons aussi écologiques. On a essayé de proposer des solutions pour réconcilier les différents éléments de ce paradoxe. Notre diagnostic, c'est que d'abord le besoin financier est immense. On évalue le besoin en investissement pour le verdissement des infrastructures à environ 100 milliards par an aujourd'hui et il faudrait passer à 180 milliards dans les toutes prochaines années. Or, une difficulté du pilotage général du verdissement des infrastructures. Il y a une fragmentation des institutions locales, évidemment, les collectivités locales sont intéressées, l'État, à l'intérieur de l'État, de nombreux ministères sont concernés, des opérateurs économiques, donc fragmentation du processus de décision, d'où un besoin de coordination. Et notre rapport essaye d'établir un diagnostic juridique de l'état des lieux, des compétences, des responsabilités, des outils juridiques du verdissement des infrastructures. Je dirais que ça n'est pas un rapport de simplification, ça n'est pas non plus un rapport de défense absolue de tous les grands projets, ce n'est pas non plus un rapport de défense absolue de l'environnement, c'est un rapport de réconciliation entre la transition écologique, l'acceptabilité sociale et la sécurité juridique. En tout cas, ça a été notre ligne de crête difficile tout au long de ce rapport. Pour présenter quelques propositions phares, sachant qu'il y a 32 propositions, donc le choix est un peu difficile, on peut les regrouper en quelques thèmes. Premier thème, mieux planifier. Mieux planifier parce qu'on a un besoin de coordination. On propose, pour mieux coordonner les différents acteurs, d'abord l'adoption d'une charte nationale de la transition écologique des infrastructures qui permettrait de donner une vision à long terme des différentes infrastructures nécessaires pour le pays, une charte qui devrait être adoptée dans le cadre d'une grande concertation avec toutes les parties prenantes. On propose aussi, et c'est lié, de renforcer le rôle du secrétaire général à la planification écologique. C'est une institution interministérielle rattachée au Premier ministre. Or, on voit bien que beaucoup d'acteurs sont parfois un peu trop dans leur silo et suivent leur trajectoire, leur secteur. On a besoin d'une vision plus globale avec ce secrétaire général à la planification écologique. Deuxième axe du rapport, mieux dialoguer. Il y a une crise aujourd'hui du dialogue environnemental et donc ce que nous proposons, c'est de passer d'une culture de la confrontation à une culture du dialogue environnemental. Il y a toute une série d'actions à mener parce que ça ne se décrète pas. Changer la culture, c'est difficile. On ne change pas la culture par décret, mais parmi diverses propositions, il y a renforcer la part des formations à ce dialogue environnemental dans toutes les grandes écoles, par exemple, d'ingénieurs, de hauts fonctionnaires. Et deuxièmement, créer peut-être une mission d'appui au dialogue environnemental, à la participation du public, un petit peu à l'image des missions d'appui au financement des infrastructures qu'on retrouve auprès du ministère chargé de l'économie. C'est une mission qui développerait une vraie ingénierie environnementale sur le dialogue environnemental et qui aiderait les collectivités locales et qui aiderait tous les acteurs dans ce domaine à mettre en place de véritables opérations de dialogue environnemental. Troisièmement, mieux sécuriser. On a bien vu avec quelques affaires qui ont défrayé la chronique qu'il y a une crainte en termes de sécurisation des autorisations administratives. On pense notamment à l'affaire de l'A69 qui nous a inspiré deux propositions de réforme. D'une part, créer un régime
contentieux spécifique pour les grands projets d'infrastructure dans lequel, notamment, le recours serait suspensif. S'il y a un recours, on arrête les travaux. On ne peut pas se satisfaire que le juge se prononce alors que 80% des travaux ont été réalisés ou 70%. Et ça n'est satisfaisant pour personne, ni pour les porteurs de projets, ni pour les associations de protection de l'environnement. Deuxième proposition de sécurisation, créer un référé, ce qu'on a appelé un référé prédécisionnel, qui permettrait, sans attendre l'aboutissement des procédures au bout de 2 ans, 3 ans, d'avoir une autorisation pour saisir le juge, on pourrait anticiper et, en cours de procédure, saisir le juge si on constate une illégalité, de manière à purger cette illégalité tout de suite. Donc intervenir le plus tôt possible pour mieux sécuriser. Puis, dernière série de propositions, mieux contracter pour avoir des contrats publics plus verts, parce que derrière une infrastructure, il y a très souvent un contrat public, un marché public et plus encore une concession. Donc les rendre plus verts, pour prendre 2 exemples, permettre plus facilement les évolutions des contrats, les évolutions avec des avenants de verdissement qui soient rendus possibles, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et deuxième proposition, réfléchir à un nouveau modèle de concession. Notre système traditionnel français de concession, qui est très utile, très vertueux, repose sur une logique économique du volume. Le concessionnaire est rémunéré en fonction du volume, plus de voitures pour les autoroutes, plus d'eau pour des distributeurs d'eau. Il faut aller vers la sobriété et donc essayer d'imaginer des modèles de rémunération qui reposent aussi sur la performance environnementale. C'est une réflexion à avoir et nous appelons les acteurs intéressés à se lancer dans cette réflexion. On espère que ce rapport servira de boîte à idées pour tous les décideurs, et en particulier les décideurs publics, à la veille de quelques grandes échéances politiques. Parce qu'il y a un vrai risque qui pèse sur la décarbonation. Je l'ai dit en commençant, la décarbonation, ce n'est pas une simple option politique, c'est une obligation juridique. Or, il y a de vrais risques qui pèsent sur le verdissement des infrastructures et plus globalement sur les objectifs de décarbonation. J'en vois au moins 3. Premièrement, les contraintes budgétaires, qui évidemment sont importantes, qui conduisent à faire des économies et qui risquent de remettre en cause le programme de verdissement des infrastructures. Deuxième risque, les problèmes d'acceptabilité sociale, ou encore, troisièmement, des opérateurs économiques qui peuvent se prévaloir d'une exigence de compétitivité et donc ne pas vouloir ces objectifs qu'on leur impose. Il y a de vrais risques, des risques de régression sur les politiques de verdissement des infrastructures. Donc il est important que les décideurs publics se saisissent des propositions du rapport pour à la fois se conformer à leurs obligations juridiques et en même temps pour faire de la France ce qu'elle a toujours été, une championne des infrastructures et en particulier une championne de la transition écologique.